J'ai récemment terminé de lire La huitième vie de Nino Haratichvili. Un beau pavé de 1200 pages à peu près en format poche. À partir du moment où où j'ai dépassé plutôt la moitié du livre, en fait à partir du moment précis où je me rendais compte qu'il me restait moins de pages à lire que j'en avais lu, j'étais partagée entre deux attitudes contradictoires. D'un côté, continuer, me plonger, passer tout mon temps à être dans cette histoire jusqu'au bout des ongles, et d'un autre côté, de ralentir volontairement mon rythme, de me forcer à être lente pour étendre le voyage. Et ça n'a pas manqué, à la fin du livre, j'étais triste, j'étais si triste. C'est vraiment une étrange émotion que de se retrouver triste, à dire au revoir à une famille géorgienne romanesque, fictive donc, mais comme si je lui disais au revoir sur un quai de gare. J'ai un amour tout particulier pour les sagas familiales, des livres ambitieux qui se déroulent sur plusieurs générations et qui nous offrent un voyage dans davantage qu'une vie. Mais ces livres peuvent rebuter, car souvent, l'ambition qui les caractérise se manifeste par le fait que ces objets peuvent se confondre avec des cale-portes dont ils sont conséquents et qu'ils sont assez peu pratiques, il faut l'avouer, à emporter partout, avec soi. C'est que ça en prend de la place dans la valise. Et tandis qu'une série télé qui a beaucoup de saisons à son actif va facilement enthousiasmer un nouveau spectateur qui se dit « Ouh, c'est bien, j'en ai pour longtemps » et puis c'est une preuve, un gage que l'histoire plaît au spectateur. Eh bien, un livre trop énorme peut apparaître comme une punition qu'on s'infligerait à soi-même. C'est-à-dire que j'ai autre chose à faire de ma vie que de lire ce livre. Aujourd'hui, je veux explorer cette ambition littéraire qui dépasse les genres et tenter de comprendre pourquoi moi, personnellement, je tombe à pieds joints, mais à pieds joints, dans le panneau lumineux quand la quatrième de couverture déclare une fresque sur 3 générations et autant d'histoires, blablabla. Et peut-être vous emmener dans ma chute. L'une des premières choses que l'on apprend sur la narration, c'est le modèle du mono-héros, c'est-à-dire l'histoire racontée du point de vue d'un personnage principal, souvent courageux, intelligent et plein de bonnes valeurs morales. Et justement, dans les sagas générationnelles, j'adore le fait que la famille est le personnage principal du livre, pas un individu seul. Ça permet de multiplier les points de vue tout en restant dans un groupe défini, qui est attaché par des liens forts. Et ça permet aussi de rendre concret des processus qui sont invisibles à l'échelle d'une vie humaine. La huitième vie est divisée en 8 livres. Chaque livre se focalise sur un personnage et permet d'explorer un point de vue en particulier, de comprendre des versants de tranches de vie qui nous étaient alors inconnus. L'histoire s'étend sur environ un siècle. Elle commence un peu avant la révolution bolchevique de 1917 et s'achève au début des années 2000, environ 20 ans après la chute de l'URSS. Le point de départ de l'histoire est celui d'un pâtissier géorgien formé à Vienne qui retourne dans son pays et crée sa pâtisserie, son salon de thé. Il a développé une recette de chocolat chaud tellement envoûtante, tellement délicieuse qu'il la garde secrète, y compris de sa propre famille. Boire ce délicieux breuvage pourrait être une malédiction, car on ne s'en remet jamais, tellement c'est bon. J'ai lu certaines critiques du livre qui trouvaient que cette histoire de chocolat chaud, c'était pas très crédible, et soyez pas des rageux parce que vous n'avez jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Moi, par exemple, je cuisine un gâteau au chocolat vraiment, vraiment remarquable. Et je suis assez humble sur mes compétences en cuisine, mais celui-là, donc je comprends ce que c'est ce chocolat chaud magique.
Et plus sérieusement, j'ai adoré la retranscription de la force d'une légende familiale, la spécificité d'un héritage. Au-delà du chocolat chaud, j'ai aimé retrouver la persistance de certains motifs, l'évolution de traits de caractère, de passion, mais aussi de défauts, de non-dits dans les relations humaines, et sur un temps très long. Tout cela illustre si brillamment ce que veut dire le contexte. Oups. Nul homme n'est une île, nulle famille n'est une péninsule. Ah non, ça c'était un nez. Imaginez bien que cette fresque familiale se déroule sur 6 générations. 6. Il y a donc beaucoup de personnages, mais sans qu'on s'y perde ou qu'on se lasse. Ce n'est pas une accumulation pour l'accumulation, mais comme un tapis finement tissé. Même les personnages que j'ai les moins aimés, comme Kostya Yashi, je les ai suivis sur toute leur vie, je les comprends, ou du moins, je comprends leurs circonstances. L'ambition romanesque de ce livre est immense. C'est une cathédrale grandiose. Et chaque livre serait comme un vitrail avec tous ces motifs devant lequel on s'attarde, on regarde chaque détail avec attention. Mais quand on en sort, on retient surtout la beauté et l'harmonie de l'ensemble. Comme je le disais, l'inscription de l'histoire dans un temps long, très long, permet de nous immerger, nous, le lecteur, dans ce que veut dire vivre l'histoire. Dino Haratichvili n'essaye jamais de nous impressionner par ses recherches, par ses connaissances. Au contraire, en fait, les événements nous parviennent par leurs conséquences sur les personnages. Ce que j'ai particulièrement adoré, c'est comment elle reconstitue la vie sous l'Empire soviétique, entre la Russie de l'époque et la Géorgie. À travers le temps, à travers tous les changements qui l'ont traversé, les dirigeants qui se sont succédés. L'Empire soviétique n'est pas un monolithe historique. Et paf, on met le tampon de la faucille et du marteau et tout rentre dedans. Et avec le temps, on a tendance à simplifier ces réalités complexes, à créer des étiquettes qui nous aident à catégoriser le réel. Et ce livre nous oblige à avoir un regard, sinon neuf, du moins humble et nuancé sur les circonstances. Cette réflexion sur les mémoires, qu'elles soient collectives et individuelles, est au cœur du deuxième livre de cette sélection, Le tumulte et l'oubli, de Timothée Desmeyers, qui est un chef-d'œuvre. Et vous savez que je ne porte pas les prix littéraires dans mon cœur. Mais alors là, le fait que ce livre n'ait été dans aucune sélection des grands prix de l'année dernière, il est sorti en septembre ou en octobre, est la preuve ultime que ces prix ne sont que de l'entre-soi et qu'ils ne récompensent pas du tout le meilleur de la littérature. Ce livre aurait dû rafler tous les prix. Et en tout cas, moi je lui décerne le prix « Qu'est-ce qu'il faut lire absolument ?» C'est pas très beau. Le prix « Ce qu'il faut lire », c'est pas beau non plus, on va trouver mieux. Timothée Desmeyers fait exister une ville fictive qu'il appelle Jedlov, dans les Sudètes, qui sont une région pour le coup bien réelle entre l'Allemagne et la République tchèque, et région qui fut annexée par Hitler. Tout le roman tourne autour du lieu qui devient presque un personnage à part entière. On y voit son évolution au cours des événements et des décennies, la perception changeante des différents quartiers et lieux, et comment s'orchestrent géospatialement les relations entre les individus et les groupes sociaux. C'est vraiment un choix très intelligent car nos espaces, nos lieux, peuvent nous sembler évidents et immuables, mais eux aussi, ils changent parfois de manière irrémédiable. Parmi les choses qui m'ont le plus marqué dans ce livre, c'est quand la population tchèque apprend la capitulation des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors les Tchèques commencent à s'en prendre aux Allemands. Ils se vengent de toutes ces années pendant lesquelles ils étaient considérés, eux, comme des sous-citoyens. Ils expulsent donc tous ces Allemands qui, il y a encore quelques jours, étaient leurs voisins. Et en fait, loin d'être un moment d'allégresse vengeresse, le destin de ces citoyens allemands effrayés fait pitié. Derrière un fait historique, par exemple, proclamation de l'armistice et défaite de l'armée allemande, Timothée Desmeyers rend concret le chaos humain de ces gens qui sont soumis, victimes et acteurs aussi de ces décisions et d'événements qui souvent les dépassent. On sent dans son roman que les personnages qu'il a construits avec un amour patient ont décidé de l'histoire et pas l'inverse.
L'auteur s'est comme laissé entraîner par les existences de papier qu'il a mises en scène. Je suis admirative de son travail titanesque de recherche et de contexte, mais encore plus admirative par la manière dont il a orchestré l'ensemble, par sa narration et son style. Et ne croyez pas que le roman se concentre ou se limite à la Seconde Guerre mondiale, pas du tout. Les générations se suivent jusqu'à l'époque presque quasiment actuelle. Le roman interroge sans cesse la mémoire, ses formes diverses, mais aussi ses ancrages. L'un des personnages, Michal Tulej, est un homme tzigane de Jedlov qui a passé quelques mois pendant la guerre dans un camp où il a vécu l'horreur. Devenu professeur, il emmène ses étudiants jusqu'à visiter là où était ce camp où tant de tziganes ont été internés et où beaucoup ont perdu la vie. Ils longent une route départementale sous le brouillard et bientôt, une odeur leur permet de se rendre compte qu'ils arrivent. Le lieu du camp est devenu une usine. En 1942, il avait passé quelques mois dans ce camp, mais il ne reconnaissait plus rien. À présent que l'horreur en avait été gommée, il ne subsistait que l'anonymat terne de l'impersonnalité et un étrange sentiment flottant en lui, qui se manifestait par cette question. Comment un endroit aussi insignifiant avait-il pu être l'enfer sur Terre ? Et c'est justement la raison pour laquelle il lui semblait important de se battre pour cette mémoire, parce que le lieu était universel. C'est cela qu'il fallait reconnaître à travers l'érection d'un mémorial, la banalité des scènes dans lesquelles l'horreur se jouait, l'anodin spectateur du pire, pour que tout le monde s'en souvienne. Et tout comme dans la 8e vie, le livre se donne le temps de penser des réalités complexes. Il nous en présente des facettes multiples, sans jamais rien résoudre, car ça ne peut pas être résolu. Par exemple, Ivetka Gaborova, inspirée d'une vraie personne d'ailleurs, est dans le livre la première femme tzigane à être diplômée d'études supérieures, et elle rédige ses mémoires. Ce livre est un motif important qui traverse les générations. Ivetka a écrit son livre sous le communisme et l'époque où elle a vécu. Le régime communiste faisait un effort conscient pour inclure notamment les communautés tziganes dans les opportunités de tous les citoyens. Tout le monde était un camarade. Mais avec le temps qui passe, les mémoires d'Ivetka sont remises en question. Et les générations suivantes voient dans son témoignage, dans son livre, l'influence de la propagande soviétique. Avec le temps, le fait que Michal d'ailleurs ait été un communiste convaincu par les idées devient un motif de suspicion. Et il se retrouve à essayer de se justifier face à ceux et celles qui posent une sentence définitive sur un passé qu'ils n'ont pas connu, mais qu'ils semblent connaître car il est proche d'eux. Personne n'a jamais totalement tort ou totalement raison. L'écriture du livre est sublime et presque tendre. Ça a l'air bête, dit comme ça, mais il y a une grande force dans la douceur des pages écrites par Timothée de Meyers. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre de librairie avec lui, même si, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu agacée que toutes les questions, ou presque, tournent autour de l'inspiration sur sa famille, parce que voilà, c'est inspiré de son histoire familiale. Et en plus, j'ai dû partir avant la fin, et je n'ai même pas pu faire dédicacer mon livre. Chose que je ne fais jamais, mais là, je suis une fangirl absolue. Ce livre est vraiment un chef-d'œuvre. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Le cliché narratif que je déteste le plus et qu'on retrouve dans tellement de films, c'est la mauvaise communication. Nana croit avoir entendu Loulou dire qu'il ne l'aime pas. Mais non, ce n'était pas ce qu'il disait. Et nous, spectateurs, on le sait, mais on doit quand même subir plein de péripéties éculées jusqu'à la grande résolution qui consiste à ce qu'ils se parlent. Mais les difficultés à se comprendre entre les générations, ça, c'est quelque chose que j'adore et que la littérature peut faire superbement. Comme dans Pachinko de Min Jin Lee. Dans les années 1930, Hyun-jin et sa fille Sunja gèrent toutes les deux un pensionnaire pour les travailleurs. Mais leur vie change du fait de la colonisation japonaise. Alors elles vont tout faire pour essayer de maintenir leur niveau de vie, leur activité, malgré toutes les tensions, les changements qui se manifestent dans leur quotidien. Et on va suivre
4 générations, surtout de femmes, mais pas seulement, entre la Corée et le Japon, selon les destins des personnages. Ce sont des histoires entrelacées entre les générations qui sont déracinées, qui ont chacun leur valeur personnelle, qui essayent de s'adapter et de concevoir leur identité, et on observe comment chacun compose comme il peut avec les réalités, soit faire des petits arrangements, soit au contraire ne pas en faire et être plus intransigeant. 반도 없어? 다른 선택을 했다면 어떻게 살았을지. Parce que ce roman met en lumière, surtout pour moi, lectrice aux multiples zones d'ignorance, la réalité de la colonisation japonaise en Corée et la persistance des discriminations envers les Coréens dans le Japon, un pays d'ailleurs souvent idéalisé en France. Le Japon, c'est un pays qui est véritablement, c'est un pays qui est entre tradition et modernité. Comment tu sais? What the fuck? C'était le titre de ma thèse. Non. Un moment que j'ai trouvé très fort dans le livre concerne la séparation des deux Corées. Aujourd'hui, il semble être une évidence que les deux Corées sont irréconciliables. Mais dans le livre, on comprend qu'à l'époque, des familles ont été séparées et pensaient pouvoir se retrouver bientôt. Et c'est assez déchirant. Ce genre de récit remet en question ce qu'on considère comme acquis, comme évident, c'est comme ça a toujours été comme ça. Ça bouleverse nos perceptions et nos certitudes en rendant concrètes les blessures collectives de gens qui sont certes fictives, mais grâce à la patine du langage, ils nous semblent si proches. 내가 손톱이 다 부러지고 내 아는 부족한 거 하나 없이 키울 겁니다. Alors peut-être que vous allez me dire, il y a des documentaires, il y a des livres d'histoire pour lutter contre son ignorance, tu devrais essayer. Mais déjà, un documentaire ou un livre historique, cela reste aussi des histoires, des manières spécifiques de raconter des faits. Peut-être que je suis plus sensible aux mots qu'aux visuels, mais tout ce que je suis en train de raconter m'évoque le souvenir de pages dans Les Vainqueurs de Roy Jacobsen, un auteur norvégien. Bon, je dois vous avouer, après toutes ces années, que ma mémoire est plutôt nulle. Donc quand je vous dis me souvenir avec précision des pages d'un livre que j'ai lu il y a plus de 3 ans, c'est rare. En général, je me souviens plutôt d'impressions, de sensations. Pas juste d'ailleurs envers les livres que je lis, et dans ma vie. Et je suis toujours tellement impressionnée quand les gens me citent avec certitude des paroles, des dialogues prononcés dont ils se souviennent presque au mot près. Comment vous faites? Ce sera jamais moi. Sur trois générations, on suit une famille norvégienne. D'abord, le papa, un pêcheur pauvre dans une région reculée de Norvège, puis l'une de ses filles qui va partir à la ville et travailler en tant que domestique, puis en tant qu'ouvrière. Et enfin, dans la dernière partie, on va suivre les fils de cette ouvrière en pleine période du boom du capitalisme et de l'amélioration des conditions de vie en Norvège. C'est la première partie, celle qui est autour de la vie du pêcheur, celle dont je me souviens le plus tant la précision du langage rend la rudesse de leur vie, leur pauvreté extrême. Ils ramèrent, mouillèrent les lignes, ramèrent encore, remontèrent les lignes, remirent des appâts aigres et des bouts de peau tout durs sur les hameçons. Ils pêchèrent sans rien dire, le Jean forci, le gamin entendit le clapot contre les bords et les avirons dans les tolets, les pétrels et les mouettes, la ligne sur la ferrure et le ressac. Là-bas, à Iterholmen. Il y avait une morue dans le petit coffre entre ses pieds, l'œil recouvert d'une pellicule mate et morte. Alors oui, il dormit, ballotté de ci, de là, trempé. C'était la fin de l'été, cela allait peut-être suffire. 3 ou 4 jours de pêche, dans un bateau, à découvert, quand on a tout juste 12 ans. J'avais pleuré. L'écriture de Roy Jacobsen me semble être comme une sorte de réalisme actualisé, dans le sens où, si les descriptions sont fouillées, elles sont toujours liées à l'action, aux petits événements de la vie, comme ici, la pêche. Ce n'est jamais la description barbante où il ne se passe rien sur des pages et des pages. Ce livre me rappelle pourquoi j'aime tant la littérature. Sans jamais perdre de vue le romanesque et le travail des mots, ce livre a quelque chose
d'une leçon artistique de sociologie. Oui, dans la première partie, la pauvreté est extrême, les conditions d'existence tellement difficiles, la faim, le froid les tiraillent tous. Les conditions de reproduction sociale sont évidentes. Ce livre est un chant magnifique et déchirant pour son pays, et je regrette que Roy Jacobsen se soit, selon moi, un petit peu perdu dans la dernière partie, qui a des passages un peu inutiles, un peu longués. Peut-être qu'il semble en fait moins pertinent dans sa lecture d'un monde davantage contemporain. Allez savoir pourquoi. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, qui complète parfaitement ce panorama, bien sûr si vous en doutiez, c'est Un soupçon de liberté de Margaret Sexton, une autrice noire américaine. Dans ce livre, les deux sœurs, Evelyn et Ruby, sont les filles d'une famille de la petite bourgeoisie noire à la Nouvelle-Orléans. Leur père est le premier médecin noir de la ville et il est très exigeant avec ses filles. Il veut assurer leur futur grâce à un niveau d'études, déjà, et un beau mariage. Mais les circonstances et les choix ne sont jamais simples, surtout rétrospectivement. C'est facile de se dire 10 ans après qu'on a fait une erreur, mais à l'époque où on a fait ce choix, était-ce une erreur? Bien qu'il y ait beaucoup de personnages masculins dans ce livre, j'ai surtout retenu la lumière de ces femmes à travers les 3 générations. Elles continuent à faire leur possible pour préserver leur famille et les leurs. Et oui, il y a énormément de difficultés que chacun vit individuellement, et on voit comment ces difficultés impactent toute une famille, toutes les générations. Même une famille de la petite bourgeoisie noire, qui semblerait avoir les moyens de naviguer ces difficultés, se retrouve prise directe avec elles. L'ascension sociale est bien précaire quand on est un groupe minorisé, et la réalité prend des formes souvent inattendues. Chacun fait de son mieux pour composer avec les circonstances, mais quand ces circonstances sont diverses formes de ségrégation, de discrimination, les ravages de la drogue dans les années 80, l'ouragan Katrina au début des années 2000, je trouve ce roman particulièrement puissant à traiter ce qu'est la liberté personnelle, individuelle, l'horizon des possibilités qui s'offrent à soi selon notre naissance et non pas, comme on l'entend trop souvent, notre volonté seule. Ce livre nous met face à ce dont on hérite, de manière visible et invisible, ce qui se retrouve transmis dans les paroles et dans les silences. Une vie difficile, une vie cabossée, une vie marginalisée ne dit rien d'un prétendu mérite d'une personne. Quand j'ai commencé à parler des prémices de cette vidéo autour de moi, on me disait « Oui, bon, bah, tu veux faire une vidéo sur les sagas, quoi. » Et oui, mais pas que. Je voulais, et j'espère avoir réussi à mettre le doigt, ou quelques doigts, sur les aspects spécifiques de ce type d'histoire qui ne sont pas si nombreuses, mais que j'aime tout particulièrement. Je suis sincèrement admirative des auteurs qui se lancent dans une telle aventure artistique. Si les livres sont épais, c'est parce que les histoires et les personnages le justifient. J'aime ces pelotes de laine de chaos qu'elles donnent à voir, avec tous ces fils entrelacés que sont les individus, les silences, les peurs, les blessures collectives, les héritages connus et inconnus au sein d'une famille. Elles ne donnent pas une forme au chaos. Non, la pelote de laine, elle reste toute bouffie, mais elles permettent d'en observer les mouvements, les constructions, les nœuds. J'aime comprendre, ou en tout cas observer, ce qui fait famille. Dans ma propre famille, par exemple, on est très pudique, on ne raconte pas sa vie, mais on se répète encore et toujours les mêmes blagues, les mêmes anecdotes, racontées toujours de la même manière. Et je me souviens qu'il y a un moment où je m'agaçais de ces répétitions insensées, c'est bon, je l'ai entendu 2000 fois cette histoire. Mais aujourd'hui, j'ai complètement changé mon point de vue et je suis sensible à ces histoires, à ce qu'elles disent et ce qu'elles taisent, ce lien qui nous unit par elles, des liens faits de mots qui ne sont pas écrits et dont c'est peut-être notre responsabilité à nous de les transmettre. En attendant, je continuerai à rechercher activement les sagas familiales et à chercher cette tristesse de quitter toutes mes familles fictives. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt la YouTuberie.